Bonjour à tous, oui, je m'appelle Jim Requin, je suis praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses du CHU d'Angers et je vous remercie, grandement Hélène, Willy de m'avoir, invité à présenter ce topo aujourd'hui. Alors une première slide, pour, introduire la chose. Pourquoi parler d'écologie en santé? Je ne vais pas, m'appesantir dessus parce que d'une part, j'ai pas le temps de le faire, il faudrait plusieurs heures, mais je vais essayer, de manière la plus courte possible de vous alerter sur le pourquoi ça devrait nous motiver à nous poser des questions en tant que soignants, en vous en vous montrant, des éditoriaux qui ont été publiés inédits dans l'histoire de la publication médicale dans plus de 160 revues de manière simultanée, dont les 3 que j'ai mis en encadré ici qui sont d'une importance notable. Une première fois en 2021, puis en 2023. Le premier, je vous en donne la traduction ici, étant un appel à une action d'urgence pour limiter la hausse des températures mondiales, restaurer la biodiversité, protéger la santé. Le deuxième disant qu'il était temps de traiter la crise climatique et environnementale comme une seule et même urgence sanitaire mondiale. Je n'en dirai pas plus, ça montre l'importance que ça peut susciter dans la communauté scientifique médicale. Puisqu'on se pose la question de l'impact écologique du système de santé, notamment sur sa production de dioxyde de carbone, on a un rapport du Shift Project de 2023 qui a estimé cet impact à 49 millions de tonnes de CO2, ce qui ne parle à personne, mais représente 8% de l'empreinte nationale, ce qui pour le coup est conséquent. Ce rapport a par ailleurs détaillé les postes d'émission et on voit que les 2 postes les plus importants sont l'achat de médicaments et l'achat de dispositifs médicaux qui, à eux deux, représentent 50% des émissions et sur lequel les soignants que nous sommes pouvons avoir une action directe. Dans les suites de ce rapport, il y a des directives gouvernementales qui avaient été publiées sous la forme d'une feuille de route intitulée Planification écologique du système de santé, nous enjoignant à diminuer de 5% par an nos émissions de CO2 tous les ans, et ce jusqu'en 2050. Pour reprendre le bilan carbone de la PHP publié il n'y a pas si longtemps, on voit que pour l'instant on est plutôt mauvais parce que eux, par exemple, entre 2022 et 2023, l'ont augmenté de 8%. On a donc une franche marge de manœuvre sur laquelle on peut essayer d'améliorer les choses. Alors comment faire sa part? Il y a plein de manières de le faire, mais je vais vous présenter aujourd'hui une manière de le faire, en tout cas ma réflexion sous le prisme de l'infectiologie. Quelques concepts, alors vous m'excuserez l'anglicisme, mais quelques concepts qui sont d'importance quand on pense écologie en santé. Le premier, le less is more. Parfois, moins, ça peut être mieux. Ça peut être appliqué au concept de juste prescription d'antibiothérapie avec des principes tout simples, et j'enfonce des portes ouvertes quand je parle à des gens avertis comme ici, mais un antibiotique, ça se prescrit que quand c'est vraiment nécessaire. Et je vous rapporte, alors vous m'excuserez, c'est RATB Normandie, mais un outil que je trouvais bien fait par eux ici, un acronyme, le pas d'antibiotique sauf, le sauf correspondant à je prescris un antibiotique seulement s'il y a une suspicion d'infection bactérienne associée à un site infectieux clairement identifié, ou un terrain à risque, ou un patient qui présente des signes d'urgence, et seulement après avoir fait des prélèvements, histoire de se donner un maximum de chances de documenter quelque chose et donc de désescalader dans un second temps. Une autre manière de faire de faire du moins du mieux est la déprescription, et là on a la chance en antibiothérapie d'avoir cette nécessité normalement, qui est même devenue un critère de certification des établissements de santé, de réévaluer toute antibiothérapie à 48-72 heures de son initiation, et ça peut être l'occasion de se rendre compte qu'elle n'était pas adaptée, de l'arrêter ou à minima de désescalader. Deuxième concept qui peut être utilisé en écologie, le choosing wisely, ou on pourrait traduire par choisir intelligemment, sagement, qui rejoint le concept de juste prescription et qu'on peut, sur un versant écologique, rapprocher du concept d'éco-conception des soins. Je vous en donne une définition là. Soins qui, à qualité, sécurité et pertinence égale, a un moindre impact sur les plans sanitaires, environnementaux, sociaux et même économiques à court, moyen et long terme. C'est la définition de notre CHU à Angers. C'est un peu fumeux, un peu long, mais on peut voir qu'il y a des manières très simples de mettre en application ce texte. Alors, première chose, très simple, si on peut administrer un antibiotique par voie pérosse parce qu'il a une biodisponibilité qui permet d'avoir la même concentration d'antibiotiques dans le sang de notre patient que si on le donnait par voie intraveineuse, eh bien il faut le faire, parce que je vous représente ici l'impact de 500 mg de lévofloxacine donné par voie pérosse ou voie injectable, et on voit que rien qu'en faisant ça, on diminue par 12 l'impact de cette prescription. On peut d'ailleurs la décliner aux prises de paracétamol, où l'impact est divisé par 8. Ce qui nous pose la question de quand on peut légitimement administrer par voie pérosse un antibiotique. Et je fais un peu de redite, mais je vous présente rapidement l'outil que Hélène avait présenté tout à l'heure, qui pour le coup est très bien fait et nous permet, via cet algorithme décisionnel que je ne vais pas détailler, mais vous résumer en 4 questions qu'il pose, savoir si on peut prescrire un antibiotique pérosse. La première chose, c'est est-ce que l'antibiotique que je souhaite prescrire a une bonne biodisponibilité? La deuxième, est-ce que mon patient est grave ou est-ce que c'est une infection particulière? Je reviendrai sur cette
définition d'infection particulière. La troisième, est-ce que le patient peut prendre Péros? Est-ce qu'il a un tractus digestif fonctionnel? La quatrième, est-ce qu'il présente une bonne adhésion thérapeutique? Si on répond oui à toutes ces questions, alors on peut l'administrer Péros. Ça pose la question de savoir quels antibiotiques ont une bonne biodisponibilité, et ce document est bien fait puisqu'il y a un tableau qui référencie tous les antibiotiques ayant une bonne biodisponibilité et qui, au passage, dans la quatrième colonne, détaille les modalités de prise pendant, en dehors d'un repas et les interactions, produits laitiers, fer, sel de fer, ce genre de choses qui pourraient éventuellement interagir. Il est bien fait, il y a même les équivalences IV-Péros. Il détaille aussi dans un tableau les pathologies, les situations infectieuses dans lesquelles une antibiothérapie intraveineuse initiale est absolument nécessaire. Je ne vous les détaille pas non plus, vous pourrez vous y référer, mais vous y retrouverez par exemple la bactériémie à staphylocoque doré, l'endocardite ou l'infection du SNC. Ce même tableau a l'avantage dans sa troisième colonne de détailler sous quel délai on peut discuter un éventuel relais Péros d'une antibiothérapie débutée initialement en intraveineux. On a d'ailleurs au CHU d'Angers réalisé des plaquettes incitant les soignants à privilégier une administration orale pour les antibiotiques qui ont une bonne biodisponibilité les plus prescrits. Elle va être retravaillée et sera mise sur le site du CRATB, mais pour l'instant elle ressemble à ça, avec un QR code qui renvoie vers le document que je viens de vous décrire. Et au passage, vous verrez sur cette plaquette que, je ne l'ai pas décrit avant, mais administrer Péros un antibiotique permet à nos infirmières de gagner du temps par rapport à s'ils le donnaient de voie intraveineuse. Donc, comme je vous l'ai précédemment décrit, ces 4 questions, si on répond non à une de ces questions, eh bien, on est censé administrer l'antibiotique par voie intraveineuse. Et j'ajouterai pour ma part 2 petites questions avant de vraiment se jeter sur la mise en place d'un cathéter chez mon patient, qui est: est-ce que l'antibiotique peut être administré par voie sous-cutanée et est-ce que le patient peut se passer d'un accès veineux? Parce que si vous répondez oui à ces 2 questions, à mon sens, une administration par voie sous-cutanée peut être préférable. D'un point de vue écologique, tout simplement parce qu'éventuellement ça peut éviter une hospitalisation, le patient peut rester à son EHPAD ou même chez lui, et quand on voit le bilan carbone de la PHP d'un patient hospitalisé, on voit que c'est 280 kg de CO2 par jour, quand s'il est en HAD c'est 65 et chez lui 22. Donc rien que par ce fait éviter une hospitalisation, vous faites de l'écologie. D'autre part, c'est mieux pour le patient, et je vous cite ici une étude que j'aime bien réalisée au CHU de Poitiers, où ils ont regardé sur 2 ans les patients passés aux urgences qui avaient eu une perfusion, ce qui représente un peu moins de 10 000 patients. Parmi ces 10 000 patients, 25 avaient fait une bactériémie liée à la pose du cathéter aux urgences, et parmi ces 25 bactériémies, 6 patients étaient décédés, dont 4 directement d'une infection liée à la bactériémie, ce qui représente plus d'un décès pour 2000 patients perfusés. Je ne suis pas certain que tous ces patients avaient besoin d'une perfusion, et donc c'est une question qu'on peut légitimement se poser de cette nécessité. Donc, je peux que vous enjoindre à libérer les bras de vos patients de voies veineuses qui ne servent pas, et c'est ici une affiche de la SPILF du groupe Bon Usage des anti-infectieux. Et puisque je parle d'eux, j'en profite pour vous relayer le fait que des guidelines de prescription d'antibiothérapie sous-cutanée ont été publiés par ce même groupe le mois dernier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de celle-ci, mais je vous ai fait un résumé quand même, où vous voyez à gauche les modalités d'administration qui, si vous les suivez, n'occasionneront pas de complications à votre patient, comme on peut parfois nous objecter comme frein, nécrose cutanée ou autre. Ça n'arrive pas si on fait bien les choses, et c'est détaillé ici le comment bien le faire. Et à droite, un tableau qui référence tous les antibiotiques où on peut administrer par voie subcutanée, avec le grade de recommandation. Vous y retrouvez les antibiotiques que vous connaissez bien, la ceftriaxone, l'ertapenem, d'autres pour lesquels c'est vraiment une surprise pour certains d'entre nous, et d'ailleurs il est précisé que c'est sur avis infectieux qu'il faut les prescrire, et d'autres qui au milieu par contre ont un réel intérêt, je trouve, et vous y retrouverez par exemple la tazocilline ou la thémocilline, qui ont tous deux l'avantage d'être disponibles en ville ou en rétrocession, et qui, à mon sens, ce qui à mon sens permettra d'éviter des hospitalisations sur des bactéries un peu compliquées à traiter chez des patients en EHPAD par exemple. On en revient à la situation où on ne peut pas donner ni Péros ni sous-cut l'antibiotique à notre patient. Il faut alors se poser la question de comment l'administrer par voie intraveineuse. Et afin de détailler ça, je vais faire des rappels rapides de PKPD, même si je sais que vous connaissez ça bien. Lorsqu'on administre un médicament ou un antibiotique par voie intraveineuse à un patient, la concentration dans le sang monte rapidement, puis diminue plus lentement selon la demi-vie. Deuxième chose importante en infectiologie, la CMI du germe. Et concernant les bêta-lactamines, et je vais parler de ça ici, ce sont des antibiotiques temps dépendants, ce qui veut dire que leur efficacité est corrélée au pourcentage de temps où la concentration en antibiotiques dans le sang du patient est supérieure à cette dite CMI, avec des cibles selon l'antibiotique ou le germe qu'on cible allant de 40 à 80%. Je vous ai mis à gauche la liste des bêta-lactamines les plus fréquemment utilisées dans nos établissements de santé, et à côté leur demi-vie en les séparant en 2 types d'antibiotiques. En bleu, ceux qui ont une demi-vie courte
en violet celles qui ont une demi-vie dite longue. Lorsqu'on administre un antibiotique à demi-vie longue, et en gros c'est l'ertapenem et la ceftriaxone, on voit qu'une perfusion par jour permet d'obtenir cette cible de pourcentage de temps. Quand on administre cependant un antibiotique à demi-vie courte, on voit que la cible n'est pas atteinte. Il faut alors multiplier les perfusions par jour pour obtenir cette même cible. Je me concentrerai sur ces antibiotiques-là parce qu'il y a une autre manière de les administrer. La première, c'est une administration continue, moyennant un bolus préalable, histoire d'avoir une concentration dans le sang rapidement efficace, et qui permet d'ailleurs théoriquement d'avoir une cible obtenue bien en deçà de ce qu'on veut, puisqu'on est à 100% du temps au-dessus d'ACMI, et au passage, on diminue la concentration maximale dans le sang du patient, qui est pourvoyeuse de iatrogénie, comme les encéphalopathies au bêta-lactamine. Une troisième manière d'administrer les antibiotiques, qui est recommandée pour certains d'entre eux que j'ai fait figurer ici en orange, c'est l'administration prolongée. Il s'agit d'administrer l'antibiotique durant 3-4 heures et de répéter cette administration 3 ou 4 fois par jour, soit au moyen d'un pouce seringue électrique ou d'une perfusion par gravité avec un régulateur de débit. On voit donc qu'on a 3 manières différentes d'administrer ces bêta-lactamines à demi-vie courte. 2 d'entre elles impliquent d'avoir une stabilité de l'antibiotique plus ou moins longue dans le soluté qu'on administre. Et là, les choses se complexifient puisque de nombreux paramètres interviennent dans la stabilité d'un antibiotique. Les 2 principaux sur lesquels on peut jouer en tant que soignant lorsqu'on prépare étant la concentration et le solvant qu'on utilise. Un site référencie tout ça, Stabilis, qui liste médicament par médicament. Là, j'ai pris l'exemple de l'amoxicilline. Toutes les études ayant évalué des concentrations, températures, solvants, contenants différents. C'est une vraie usine à gaz, mais par chance, nous avons un groupe de recommandations de la SPILF qui a moulidé toutes ces données pour en faire des recommandations. Les premières en 2019, mises en jour en 2023, et les dernières mises à jour datent de février 2025. Vous les voyez ici. Elles comprennent plusieurs documents, des tableaux qui détaillent la stabilité des antibiotiques à une certaine concentration dans un certain solvant, et d'autres plus pragmatiques pour la prescription quotidienne où ils vous disent comment administrer l'antibiotique. Et je vous mets ici l'exemple de la tazocilline à une posologie de 12 grammes par jour, où vous voyez qu'il vous propose 3 manières différentes de faire. 2 d'entre elles sont des administrations continues, soit via 2 pouces seringues électriques enchaînés, soit une seule pompe volumétrique. La troisième, c'est une administration prolongée via pouce seringue électrique, et je pourrais en ajouter 2, l'administration prolongée par gravité avec régulateur de débit ou une administration discontinue par gravité seule, ce qui fait que pour une même posologie d'antibiotiques, on a 5 manières différentes de faire, ce qui peut se faire poser la question de laquelle je choisis en tant que prescripteur ou en tant que soignant qui administre l'antibiotique. Je n'ai pas trop le temps de le détailler là, mais il y a une étude qui est parue il y a un peu plus d'1 an maintenant qui a un peu tranché la question de l'efficacité, différence d'efficacité entre ces modalités d'administration. L'étude Blink 3 qui avait évalué 7000 patients, randomisés, contrôlés, 3500 patients dans chaque bras, en réanimation ou soins intensifs, 3500 patients avec une administration continue, 3500 une administration intermittente, et on regardait ceux qui mouraient le plus, et ceux qui avaient une administration continue mouraient un peu moins que ceux qui avaient une administration discontinue, et ça, à mon sens, un peu clôturé le débat. Il y a eu une méta-analyse dans les suites, mais globalement, je pense qu'on peut franchement trancher en ce sens maintenant. Je vous montre ici les dispositifs médicaux, donc le plastique, nécessaire pour 4 de ces différentes modalités d'administration. Et il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude pour deviner laquelle d'entre elles est la moins impactante d'un point de vue écologique, mais histoire d'être scientifique, certains de mes collègues se sont posé la question. Le docteur Noémie Leclèche, qui est gériatre à Brest, et le docteur Jean-Baptiste Laine, qui est infectiologue au Mans, ont fait un mémoire de DU allant en ce sens, et le docteur Nicolas Massard, qui travaille en réanimation à Saint-Brieuc, a publié un article qui est en cours de publication où ils ont évaluer tout ça. Il y a des analyses de cycle de vie des différents dispositifs et je vous présente leurs résultats ici. Vous avez à gauche le listing d'antibiotiques qu'ils ont évalué. Ce n'est pas le même en fonction des 2 études parce que les mêmes antibiotiques ne les intéressaient pas. Vous avez un rapport présenté d'une administration intermittente sur continue. Donc en gros, quand c'est vert, c'est qu'une administration continue fait mieux qu'une administration discontinue. Il n'y a que le méropenem qui pêche. Et le docteur Massard a par ailleurs eu la brillante idée de chronométrer ces infirmières lorsqu'elles administraient les antibiotiques et montrer que ça allait dans le même sens. Une administration continue permet de franchement diminuer le temps nécessaire aux infirmières pour administrer les antibiotiques. J'ai pour ma part fait le même travail au CHU d'Angers en reprenant les dispositifs médicaux qu'on utilisait ici. Et je vous représente ici la totalité des modalités d'administration que j'ai évaluées au total. Vous voyez en bas les perfusions par gravité sans régulateur avec régulateur pour faire du prolongé, pouce seringue électrique continu 1 ou 2 fois par jour, prolongé, et les pompes volumétriques à droite. Vous avez ici l'impact en kilos de CO2 de ces administrations sur une journée, et en bas l'impact en termes d'euros.
Ce faisant, j'ai découvert un concept que je connaissais mal de ligne primaire et ligne secondaire. La ligne primaire étant, la base pour parler jargon, médical, de base, on va dire, et les lignes secondaires qui servent à administrer les médicaments de manière itérative en plus, et c'est par là que c'est sur ces lignes secondaires qu'on administre les antibiotiques, et nous avons des recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière de 2019 qui nous précisent que lorsque l'on utilise une ligne secondaire de manière intermittente, il faut changer cette ligne à chaque nouvelle poche, là où si on fait une administration continue avec un médicament qui ne change pas, une concentration qui ne change pas, on peut ne changer cette ligne secondaire que toutes les 96 heures. Et c'est d'importance parce que je vous représente ici l'impact d'un pouce seringue électrique ou d'une pompe volumétrique avec tout le matériel nécessaire pour l'administration, et vous avez en bas le matériel qui correspond à cette fameuse ligne secondaire. Si l'on fait une seule administration, voilà l'impact que ça représente en termes de CO2 à gauche, d'euros à droite. Si on rapporte ça à une journée sur 7 jours, à savoir 2 changements de tubulure sur 7 jours, on voit que l'impact diminue franchement, et ce notamment en termes de prix pour la pompe volumétrique. Par ailleurs, mes collègues ne s'étaient pas penchés sur cette question et je trouvais important de la clarifier. J'ai évalué l'impact des dispositifs biomédicaux en eux-mêmes lors des administrations prolongées et continues, donc l'impact des pousses seringues électriques et des pompes volumétriques. Pour ce faire, j'ai récupéré leur durée de vie totale et j'ai fait des analyses de cycle de vie pour avoir l'impact d'un de ces dispositifs, du changement de batterie, de la maintenance sur leur durée de vie totale. Mais je me suis heurté au fait qu'il fallait un impact sur 1 heure d'utilisation. J'ai pour ça précisé les choses en termes de ratio d'utilisation de ce matériel, avec l'idée étant que le scénario le plus pessimiste que j'ai pris de 1% d'utilisation, c'est on laisse le pouce-seringue au placard tout le temps, on l'utilise jamais, et de fait, quand on l'utilise, l'impact est énorme. L'autre cas illusoire et bien sûr irréaliste étant de l'utiliser en continu, et dans ce cas-là, l'impact est minime. La réalité se trouve entre les deux, mais il n'existe pas dans la littérature scientifique, occidentale du moins, d'évaluation de l'utilisation des dispositifs biomédicaux. On en trouve sur des papiers indiens ou africains, ou du fait d'avoir peu de matériel disponible, ils sont allés évaluer et considèrent que si un appareil est utilisé moins de 50% du temps, il n'est pas correctement utilisé. J'ai donc découpé ça par des tranches, histoire d'avoir quelque chose de plus visuel, et les associer à l'impact de l'électricité et des dispositifs médicaux, donc du plastique. Et en gros, vous avez ici la représentation de l'impact pour préparer un pouce-seringue électrique ou une pompe volumétrique, et on voit que le bleu foncé concernant les kilos de CO2, à partir du moment où on utilise au moins de 25% le dispositif, et l'impact de celui-ci est vraiment minime par rapport à l'impact du plastique. Si on ajoute ça au document que je vous ai précédemment montré, on se retrouve avec l'impact de toutes les modalités d'administration comprenant le dispositif biomédicaux. J'ai ensuite, antibiotique par antibiotique, regardé l'impact des différentes modalités possibles. Ici, l'exemple de la tazocilline 12 grammes. Vous retrouvez les 5 modalités que je vous ai précédemment décrites. Et on voit qu'une administration par pompe volumétrique est franchement moins impactante. Et ce, même si on utilise le dispositif biomédical que 1% de son temps de vie. La totalité des résultats des antibiotiques, des antibiotiques et posologiques que j'ai évalués et présentés ici, avec différents scénarios de ratio d'utilisation, le 100% infaisable, le 10% que j'ai appelé réaliste et le 1% pessimiste. Et on voit que si on utilise au moins 10% du temps les dispositifs biomédicaux, pour quasiment tous les antibiotiques sauf le méropenem, on diminue très franchement l'impact carboné de 42 à 86% avec une moyenne à 70% environ. En termes de coût, si on compare l'impact en termes de dispositifs médicaux, donc de plastique, on diminue franchement le coût, sauf pour le méropenem. Et j'ai par ailleurs calculé à partir de quel moment, quel ratio d'utilisation de dispositifs biomédicaux celui-ci devenait rentable par rapport à une administration discontinue, et ce plus dans le but de pouvoir convaincre les gens qui choisissent d'acheter dans les services des dispositifs biomédicaux. Et on voit que pour la plupart des antibiotiques, l'utilisation de l'appareil 10 à 30% du temps permet d'être rentable par rapport à une administration discontinue. Il n'y a que quelques antibiotiques pour lesquels il faut utiliser le matériel plus de 50% du temps pour que ça soit rentable. Enfin, via les données du docteur Massard, qu'il a eu la gentillesse de me communiquer, j'ai calculé l'économie que ça représentait, et on retrouve un gain de 4 à 33 minutes par jour, sauf pour le méropenem, où si les infirmières l'administrent de manière continue, elles perdent 30 secondes par jour. Au niveau du CHU d'Angers, si on prend les 5 antibiotiques les plus prescrits qui pourraient être accessibles à ces modalités d'administration, passer d'une administration discontinue à continue représenterait une économie de 28 tonnes de CO2 par an, 40 000 euros, et 2,7 équivalent temps plein infirmier. Vu que ça parle à personne, 28 tonnes de CO2, c'est ce que 3 d'entre nous émettent en un an. C'est ce qu'un patient hospitalisé met en 3 mois, et ça représente 16 allers-retours Paris-New York.
Je reviens au principe de juste prescription. Donc, à mon sens, si une administration intraveineuse est nécessaire, il faut privilégier une administration continue après avoir fait une dose de charge et penser à éduquer les infirmières à ne changer la ligne de perfusion secondaire que tous les 4 jours, sauf s'il y a un problème. Nous avions d'ailleurs fait des plaquettes promouvant cette même chose au CHU d'Angers. Vous avez le listing des antibiotiques qui sont accessibles à une telle administration et les rappels sur le changement d'impact en termes de CO2 et de temps infirmier, le QR code renvoyant aux recommandations de la SPILF. Nous avons aussi fait des affiches, comme présentées ici, qui reprennent les recommandations de la SPILF, mais qui, fort de mes travaux, choisissent les modalités d'administration les moins impactantes. Vous avez ici l'exemple de l'amoxicilline. Vous choisissez la posologie que vous souhaitez administrer par jour. Ça vous rappelle quel bolus faire avant, et ensuite, ça vous dit comment reconstituer. Au passage, on a remis la concentration maximale avec la durée de stabilité si vous choisissez de faire votre tambouille vous-même, parce que la posologie ne correspond pas à une posologie présentée ici, et la concentration cible plasmatique, qui n'est pas toujours connue des prescripteurs. Vous pourrez retrouver cette affiche sur le site du CRATB dans l'onglet EMA antibioréférent, administration des antibiotiques. Elle est présente ici et il y a le lien direct en bas à droite. Je reviens à l'idée de prescrire une antibiothérapie intraveineuse si le patient rentre chez lui cette fois-ci. Alors déjà bravo, parce que rien que de ce fait, vous diminuez fortement son impact. Mais par ailleurs, comment allez-vous administrer cet antibiotique, sous quelle modalité? Si on se retrouve avec un antibiotique à demi-vie longue, bon, ça va être simple, parce qu'on va faire passer une infirmière libérale une fois pour poser la perf, une fois pour l'enlever, c'est faisable. Pour les autres, ça devient plus compliqué quand on doit avoir 3 à 4 administrations par jour, autant faire du continu. Et là, encore une fois, les recommandations de la SPILF nous aident, puisque vous trouverez dedans un tableau et une annexe sous forme de tableur Excel qui détaille comment administrer les antibiotiques au domicile d'un patient et propose 2 choses. Ici, l'exemple de la tazocilline, il vous propose de le faire par pompe volumétrique ou pousse seringue électrique, enfin pompe volumétrique en l'occurrence, et je vous ai mis ici un exemple de pompe volumétrique portable utilisée par l'HAD Saint-Sauveur dans le 49, et il vous propose par ailleurs l'utilisation de diffuseurs élastomériques. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un diffuseur élastomérique, il s'agit d'un dispositif médical à usage unique composé en général de 2 coques en plastique, la plus interne étant faite en élastomère, du silicone ou du polysoprène. Le pochon est rempli à force via une seringue de 60 cc de la solution qu'on souhaite administrer en continu au patient par l'infirmière, sadistant la membrane interne qui va du coup exercer une force continue, et un régulateur de débit va faire en sorte que ces débits restent à peu près stables avec une variation estimée à 15%. Ça va se vider tranquillement jusqu'à normalement l'administration complète de la solution. Des diffuseurs élastomériques, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs, chaque dispositif correspondant à un volume administré sur une certaine durée. Dans les recommandations de la SPILF, ils se penchent sur cette administration et ont pris en considération des paramètres en plus de ceux qu'on utilise habituellement pour l'administration en continu à l'hôpital, on va dire, que sont la température et l'interaction contenant-contenu, puisque les diffuseurs élastométriques étant en contact avec le patient, la température est plus élevée, donc la solution moins stable, et que du fait de la composition en élastomère, il y a une interaction contenant-contenu qui fait que certains antibiotiques peuvent être administrés dans du silicone mais non dans du polysoprène, et inversement. Ces recommandations, nous avons également fait une affiche qui référencie les recommandations de la SPILF à ce sujet, que vous pouvez également trouver sur le site du CRATB, où en gros vous retrouvez les caractéristiques de diffuseurs préconisés par la SPILF pour chaque antibiotique et chaque posologie. J'ai pour ma part également travaillé sur l'évaluation de l'impact écologique de ces 2 différentes modalités, et notamment pour les diffuseurs, j'ai essayé via les recommandations de la SPILF et leurs propositions de faire une liste exhaustive de tous les diffuseurs élastométriques disponibles sur le marché français permettant de les suivre, ce qui représente 47 modèles de diffuseurs en tout, 9 gammes de modèles, 7 fournisseurs. J'ai contacté les fournisseurs, 4 se sont prêtés au jeu et m'ont donné des données permettant de faire des analyses de cycle de vie via l'outil Carbone de la PHP pour 34 modèles. Je vous présente ici l'impact de 4 modèles différents de diffuseurs permettant d'administrer le même volume sur le même temps. On voit qu'il est franchement différent de l'un à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça montre la diversité de disponibilité sur le marché. J'ai ajouté à ça le matériel nécessaire à la préparation du diffuseur et les comparer au matériel nécessaire pour préparer une pompe volumétrique et l'impact d'une pompe volumétrique portable utilisée à 25% du temps. À noter que du fait de conditions de stabilité différentes, pour 40% des antibiotiques des recommandations, pour les diffuseurs élastométriques, cela nécessite 2 passages quotidiens parce que moins stable, là où un seul passage est suffisant avec une administration par système actif. Les résultats sont présentés ici. Vous avez en bas la totalité des posologies et antibiotiques des recommandations.
En vert sont présentés l'impact d'une administration par système actif, pompe volumétrique ou PSE. En rouge, vous avez l'impact du diffuseur élastométrique le pire dans cette situation. En orange, l'impact du diffuseur élastométrique le moins impactant dans cette situation. Et on voit que en moyenne, l'impact est franchement plus important pour les diffuseurs élastomériques. Si on prend les antibiotiques les plus prescrits qu'au domicile, à mon sens, on voit que l'impact est encore plus marqué. Donc, en résumé, administrer un antibiotique par diffusion élastométrique est 3,6 à 5,5 fois plus impactant que via une pompe volumétrique. Et via un sondage que j'ai fait auprès des HAD françaises avec la Fédération nationale des HAD, on voit que pour 30% des HAD, ils n'utilisent que des diffuseurs élastométriques, là où 2% seulement n'utilisent que des systèmes actifs et 68% les deux. Là, je parle des HAD. Les prestataires de santé, eux, utilisent à ma connaissance quasi exclusivement des diffuseurs élastométriques. Fort de ces calculs, nous avons fait un outil d'aide à la prescription éco-responsable sous forme de tableur Excel qui n'est pas encore disponible. J'attends de publier l'article avant de le rendre disponible, qui reprend les recommandations de la SPILF. Vous avez ici leur tableur Excel, ici qui détaille donc les modalités que je vous ai précédemment listées. Ici, c'est le tableur Excel qu'on a fait. Ça reprend exactement les mêmes choses, sauf que plutôt que donner les caractéristiques d'un diffuseur permettant d'administrer tel antibiotique à telle posologie, et ben vous avez ici le nom de tous les différents modèles qui permettent de le faire et un petit encart de couleur avec un code couleur vert étant le moins impactant, rouge écarlate le plus impactant, avec figurant dessus l'impact en kilo de CO2 par jour d'administration. Si vous prenez l'amoxicilline 15 grammes par jour, vous voyez ici que si vous l'administrez avec une pompe, c'est 1,32 kg de CO2 par jour. Si vous le faites via un diffuseur ANAPA, c'est 7,47 kg. Et l'idée étant de pouvoir sensibiliser les prestataires et HAD à choisir des dispositifs qui sont les moins impactants. Quoi retenir de tout ce que je vous ai dit? Première chose, ne pas prescrire un antibiotique si c'est pas indiqué. Je sais que j'enfonce une porte ouverte et que je prêche des convertis, mais ça coûte rien de le rappeler. Ce d'autant plus qu'on a des outils qui permettent de sensibiliser d'autres soignants que nous à le faire. Privilégier le Péros et encore une fois, on a des super outils maintenant pour savoir quand le faire. Pensez au sous-cutané et on a la chance d'avoir des recommandations récentes qui permettent de le faire de manière efficiente et sans risque pour nos patients. Si une administration intraveineuse est nécessaire, le faire en continu et pensez à éduquer les infirmières à ne changer la ligne secondaire que tous les 4 jours, sauf si problème. Et dernier point que je mettrai plus entre guillemets, car il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment le coût de ces dispositifs et des forfaits Perfadom qui régissent l'intervention des prestataires et HAD au domicile. Mais à mon sens, il est préférable d'utiliser des systèmes actifs que des diffuseurs élastométriques pour administrer une antibiothérapie intraveineuse continue prolongée au domicile d'un patient. Et je vous remercie pour votre attention et suis disponible pour des questions. Si j'ai un peu débordé en termes de temps, je ne me rends pas compte, j'espère pas, mais sinon vous avez mon mail en bas pour me contacter directement si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Jim. Oui, alors merci pour cette présentation. Il y avait une question, mais au final, elle a été posée un peu tôt et la réponse est venue d'elle-même dans la présentation. C'était, avez-vous des données sur les dispositifs d'infusion qui permettent aux patients une déambulation précoce, comme par exemple dans les infections ostéo-articulaires, car la perfusion continue au pouce-seringue contraigne la rééducation. Donc, je crois que là, du coup, le topo y a répondu. Et on avait une deuxième, alors c'était quelqu'un qui ne connaissait pas les pompes à domicile et qui demandait s'il y avait un retour des patients. Il y a très peu d'études dans la littérature qui ont évalué le confort patient de ces dispositifs, pompes, système actif ou diffuseur élastomérique. Il y en a très peu et en fait, ils datent suffisamment pour que les dispositifs se soient miniaturisés depuis et pour qu'elles soient plus franchement valables. C'est un travail que j'aimerais mener. J'essaie de mettre un interne de médecine générale pour en faire une thèse, justement, d'évaluer frontalement en termes de confort patient et de praticité IDE un dispositif versus l'autre, parce que je pense que ça mériterait d'être réévalué. Parce que des pompes volumétriques portables, maintenant, il y en a des toutes petites qui pèsent pas beaucoup plus lourd qu'un diffuseur. Alors, elles ont le désavantage d'avoir des alarmes qui réveillent la nuit, mais c'est aussi un avantage d'avoir une alarme qui réveille la nuit quand ça passe mal, là où un diffuseur ne dira rien et où le patient se rendra compte le matin que la moitié de la solution n'est pas passée. Donc c'est à mon sens quelque chose qui mériterait d'être évalué. Et dernière chose, ça mériterait aussi d'être évalué la température de ces pompes volumétriques portables parce que les recommandations de la SPILF portent sur des recommandations de pompes sur des pieds à perfusion, là où les portables sont mis plus proches du patient et je ne suis pas certain que les données de stabilité soient déclinables, enfin transposables en tout cas avec des modèles portables portés en bandoulière ou dans des sacs à dos, ça mériterait d'être évalué. Merci. Il y avait également une question de l'EMA 85, alors qui n'avait
pas accès au chat, donc je suis pas sûre de. Je m'excuse par avance de si je rapporte pas la question comme il faut. Il y a une question sur la possibilité du coup des antibiotiques en sous-cut en ville, puisque c'est hors AMM, mais il était demandé par exemple pour la tazocilline. Alors, c'est hors AMM comme l'est la ceftriaxone. Dans ces fameuses recommandations, il propose un modèle d'ordonnance où il y a un petit encart, où on stipule bien qu'on fait une prescription hors AMM après avoir averti le patient de la balance bénéfice-risque allant dans le sens d'une administration sous-cutanée le concernant. Il faut le faire figurer sur l'ordonnance de matériel et sur l'ordonnance d'administration IDE. Et si on fait ça, normalement, il n'y a pas de raison que ça puisse pas être fait. Merci pour cette réponse. Une autre question qui vient d'arriver. Bah, oui, ça peut préparer. Le confort patient a-t-il été évalué pour les différentes modalités de prescription? Perfusion en continu, qui est plus écologique, mais probablement plus contraignante en termes de confort. Là-dessus, il y a deux versants, le versant intra-établissement et le versant extra-établissement, parce qu'en intra-établissement, la plupart du temps, les systèmes électriques poussent sur un ou pompe volumétrique nécessitent un pied à perfusion et c'est effectivement contraignant. Mais en même temps, dans les faits, si on est honnête, quand il y a une administration intermittente 3 à 4 fois par jour chez un patient, le pochon accroché au pied à perfusion n'est pas changé à chaque fois que c'est terminé, mais seulement lorsqu'il y a l'administration d'après. Et au final, le patient se traîne quand même un pied à perfusion, que l'administration soit intermittente ou continue. Dans un monde idéal où on aurait des infirmiers qui ont le temps d'aller désamorcer le KTO, à chaque fois, ça serait envisageable, mais au passage, ça ferait plus de manipulation aussi à proximité de l'insertion du cathéter et donc plus de risque nosocomial. Mais dans les faits, en fait, c'est tout aussi contraignant pour le patient. Par contre, une question qui pourrait être pertinente serait de disposer dans les établissements de santé de dispositifs portables qui permettraient chez les patients âgés précaires à risque de déconditionnement d'avoir un dispositif mis en banane et donc de se mobiliser plus facilement. Mais pour l'instant, c'est un peu trop cher et vu qu'il n'y a pas eu d'études menées évaluant ça, bah, c'est difficile d'un point de vue médico-économique de leur dire que limiter des chutes, limiter des prolongations d'hospitalisation via un dispositif portable et bah, serait rentable. Merci pour cette réponse. Je n'ai pas d'autres questions. J'en avais une, Jim, pour nous qui travaillons beaucoup sur les secteurs aussi extra-hospitaliers au CRATB, nos collègues des HAD, les prestataires, est-ce que en termes de formation, accompagnement suite à nos sorties d'hospice, nous infectiologues qui prescrivons de l'IV prolongé, mais aussi je pense à d'autres services comme l'ortho, la cardio ou autres. À titre personnel, moi j'ai pas mal bossé dernièrement avec l'HAD Saint-Sauveur qui représente une grande partie du 49, mais il n'y a pas que. Donc je les ai informés des recommandations, ils n'étaient pas au courant, je leur ai fourni nos documents, etc. J'ai aussi fait cette chose-là avec les deux prestataires avec qui on bosse en maladie infectieuse ici. Et ça fait plus d'un an maintenant que je leur fais miroiter une hypothétique demi-journée où on les formerait. Je trouve que ça serait pertinent de faire ça, mais pour l'instant, j'ai pas pris le temps de développer ça. Mais je pense qu'il serait pertinent que pour les établissements de référence à chaque endroit, on prenne le temps de former les prestataires et les HAD avec qui on bosse des bonnes modalités d'administration des antibiotiques en termes de stabilité notamment. Et par exemple, pour les diffuseurs, le fait que certains antibiotiques ne peuvent pas être mis dans des diffuseurs en silicone, mais que dans des polysoprènes, c'est quelque chose qui est vraiment apparu avec les nouvelles recommandations. Et pour les coups, il y a pas mal de prescriptions qui sont faites hors reco. Là, je parle de ce qu'on fait en sortie de maladie infectieuse, mais j'ai une interne de pharmacie qui bosse à l'HD justement, qui est en train de faire sa thèse, je la coach là-dessus, pour évaluer les prescriptions des autres établissements. En fait, j'aimerais me rendre compte dans le 49 de la proportion d'antibiothérapie IV au domicile administrée par des prestataires et l'HAD, parce que c'est vraiment à mon sens un angle mort. Les prestataires, il y en a de plus en plus. Ils se présentent directement au prescripteur, ils proposent du matériel qui n'est pas critiqué. Et on sait, nous, en tant que antibioréférent, on ne sait pas ce qui est fait concrètement, c'est quelque chose, on n'a aucun visuel là-dessus. Donc j'aimerais évaluer ça un peu plus finement dans le 49, histoire d'avoir une idée de la proportion que ça représente, pour pouvoir après aller les chercher, et aller chercher les prescripteurs aussi qui font sortir des patients avec des prescriptions inadaptées. Merci beaucoup, effectivement, des pistes de travail intéressantes. Si vous, antibioréférent ou infectiologue dans d'autres hôpitaux, vous avez déjà des projets ou des pistes d'action de travail sur ce sujet, on sera très intéressé aussi par votre retour. N'hésitez pas à contacter le CRATB. Je pense qu'il y a vraiment, en collaboration étroite avec Jim, des pistes de travail
très intéressante auprès des HAD prestataires, effectivement. Je crois que sur ce très gros travail, hein, je te remercie pour ta présentation. Tu es aussi en lien avec le groupe de la SPILF qui s'appelle Green, qui réfléchit aussi dans notre spécialité à ces approches. Est-ce que tu es informé, Jim, de projets ou de choses en cours qui pourraient être intéressantes à venir? Il y a pas mal de choses en cours au Green. Concernant le sujet que je vous ai établi là, on essaie déjà de faire en sorte que tous ces petits travaux épars qu'on a fait chacun de notre côté dans nos établissements, on en fasse quelque chose de plus opposable, de plus sourcé, on va dire, ou avec une vraie légitimité sur le matériel utilisé, avec une vraie légitimité sur les outils utilisés pour faire les analyses de cycle de vie, qui deviennent quelque chose d'opposable sur le versant modalité d'administration. Et ça, c'est en cours, on travaille dessus. Et après, il y a toute une question que là, j'ai pas évoquée. Vous remarquerez que j'ai parlé que des modalités d'administration et pas des antibiotiques en eux-mêmes. Et il y a une vraie question de l'impact des antibiotiques en eux-mêmes. On est en train de travailler dessus parce que là, ça devient une question multifactorielle, plus complexe, parce qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. L'impact carboné d'une part, mais l'impact en termes d'écotoxicité environnementale, de sélection de résistance. Et c'est plusieurs paramètres à prendre en compte. Ça a été plus ou moins évalué par certaines équipes. On a des débuts de résultats pour certaines choses, mais ça mérite d'être franchement étoffé. Et alors après, en termes de deadline de quand ça sortira, pour l'instant, c'est vraiment un travail qui est balbutiant et on est encore en train de réfléchir par quel bout le prendre, justement, parce que c'est des choses qui s'entremêlent et faire des choix est parfois pas si simple. Euh, En gros, c'est les principaux travaux pratiques, on va dire, au quotidien que je vois là comme ça. Mais après, moi, je suis membre associé au Green. Je fais partie de certains sous-groupes. Je suis pas au courant de tout ce qui s'y fait exactement non plus. Alors, du coup, est-ce que l'HAD à Angers a déjà essayé les pompes volumétriques? Alors, l'HAD Saint-Sauveur du 49 utilise des pompes volumétriques Saphir. C'est quasiment ce qu'ils utilisaient exclusivement jusqu'à présent. Donc, c'est celle que j'avais présentée là dans le sac à dos, qui ont l'avantage de justement pouvoir être mis dans le sac à dos avec le pochon de perfusion aussi. Donc, c'est plutôt pratique pour les patients. Et c'est en fait depuis, paradoxalement, vu ce que je vous ai présenté, depuis plus récemment qu'ils sont mis à aussi acquérir des diffuseurs. Mais au moins, ils ont choisi les moins impactants parce que c'est vrai que les diffuseurs permettent parfois de rendre service dans des situations où les pompes sont un peu trop contraignantes pour les patients. Donc voilà, ça c'est l'achat des Saint-Sauveur, mais comme je vous l'ai présenté dans le sondage que j'ai très rapidement montré, en fait c'est très différent d'un HAD à l'autre en France. D'accord. Il y avait une nouvelle question de l'EMA 85 concernant du coup ces prescriptions en ville qui sont hors AMM, donc elles ne sont pas remboursées. Alors, est-ce qu'elles sont remboursées si c'est précisé sur l'ordonnance, comme vous avez indiqué tout à l'heure, ou sinon, comment faire? Question intéressante et j'aurais peur de répondre une bêtise. En tout cas, pour le faire suffisamment souvent pour qu'à mon sens on soit revenu vers moi si c'était pas remboursé, j'ai l'impression que ça passe. Mais encore une fois, là, c'est une réponse pas assez argumentée à mon sens. Mais j'ai jamais eu de retour de prescription d'antibiotiques sous-cutanés que j'ai pu y faire suite à une sortie d'hospitalisation ici, où on soit venu me toquer en me disant non, on le fera pas, c'est pas remboursé. D'accord. Merci. Merci encore, Jim, pour ces échanges et la possibilité de nous partager les outils sur le site du CRATB. On se fera aussi le relais et l'écho auprès du réseau national et des EMA en dehors des Pays de Loire pour promouvoir tout ton travail. Merci encore.